Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau Bonjour. webinaire dédié à Intune Suite. Bonjour Laurent et bonjour Jonathan. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes Jonathan, Laurent, vous êtes connus maintenant dans les webinaires, hein, c'est pas le premier que vous faites. Donc voilà, un sujet de plus. Aujourd'hui, ce qui nous réunit effectivement, c'est 2 ans après, passer en revue un petit peu Intune Suite, ses promesses, ses fonctionnalités et ce qu'on est capable d'en faire aujourd'hui, en tout cas d'avoir aujourd'hui ce retour d'expérience. Merci à tous donc pour votre présence. Petit à petit, les gens vont se connecter à la session, vont nous rejoindre. En tout cas, n'hésitez surtout pas à mentionner dans le chat vos questions, vos réflexions ou votre avis en fait sur ce qui va se dire par Laurent et Jonathan aujourd'hui. Voilà, on prendra les questions tout au long de la session comme d'habitude. On est là pour vous accompagner sur ces sujets. Voilà, très rapidement, ce webinaire donc s'inscrit dans une série de ressources qu'on a à disposition, des webinaires qui sont à venir, des livres blancs qui ont été réalisés, le dernier sur la gestion des appareils Apple dans Intune, donc c'est un livre blanc qui a été rédigé par Jonathan. Laurent, toi, t'en as fait un il n'y a pas longtemps autour de la migration vers Windows 11. Donc voilà, beaucoup de sujets autour des projets infra qui sont couverts par des livres blancs, des articles ou des webinars. Très rapidement, donc Synapsys, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures IT. Donc on accompagne des entreprises clientes, autant des grands comptes que plutôt des entreprises de taille intermédiaire. Voilà, aux quatre coins de la France et même un peu plus loin. Donc on est positionné à Lille, à Lyon ainsi qu'à Paris. On a également un bureau à l'international à Kuala Lumpur. Et on a un certain nombre d'expertises. Modern Workplace, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui, mais également d'autres expertises sur le cloud, le DevOps, la cybersécurité, la data, l'IA, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en savoir plus sur ce que l'on peut proposer. Donc rapidement, les squads chez Synapsys. Donc on est composé, enfin tous les consultants en fait appartiennent à une squad, voilà, un genre de communauté de technique en fait, donc un collectif dans lequel en fait ils se réunissent autour d'ateliers techniques, autour de sujets de veille technologique. Voilà, c'est vraiment des communautés qui permettent en fait de faire grandir chaque consultant dans sa mission, mais aussi dans le collectif en le faisant intervenir en fait sur d'autres sujets qui sont liés au développement des offres et au développement de l'entreprise. Ça peut être des sujets RH, ça peut être de la formation, ça peut être de l'avant-vente, des ateliers techniques. Donc voilà, c'est vraiment des communautés qui permettent de faire grandir les consultants. Et voilà, donc j'en viens au fait. Jonathan, Laurent, je vous donne la parole déjà pour vous présenter rapidement avant le démarrage de la session. Vas-y, je Ça t'en prie, marche. Jonathan. Merci Nathalie, bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Jonathan, je suis chez Synapsys depuis bientôt 1 an en tant qu'ingénieur Modern Workplace. Et j'ai derrière moi une bonne dizaine d'années d'expérience sur toute la partie gestion poste de travail à travers SSM ou Intune. À Et toi Laurent. Laurent. Merci. Salut tout le monde, Laurent Flamand, enchanté pour ceux que je ne connais pas encore. Donc expert Modern Workplace depuis 6 ans à quelques jours, c'était il y a quelques jours les 6 années chez Synapsys. Le double dans l'IT, autour du poste de travail, je fais du support, j'ai fait de l'admin, et maintenant donc ingénierie et ensuite expert Modern Workplace. Et aujourd'hui avec Jonathan, eh bien, on va vous parler un peu d'Intune Suite, de certains modules en particulier, de ce qu'on en pense d'un point de vue technique. On va parler de la partie facturation aussi, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Vous verrez. Ça marche, merci et bienvenue aux dernières personnes qui nous ont rejoints. Donc on va démarrer la session. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Soit Jonathan, soit Laurent pourront y répondre. À l'oral, on va privilégier effectivement des réponses à l'oral, mais ça peut être aussi à l'écrit. Donc voilà, n'hésitez pas. On a 1 heure, 45 minutes, 1 heure ensemble. Donc voilà, je vous laisse la parole. Jonathan, Laurent, on Ok. démarre. Du Yes. coup, pour le sommaire, du coup, en premier, on va avoir une petite vue d'ensemble de l'Intune Suite, toutes les fonctionnalités disponibles à travers cette suite et quel est leur rôle. Je vais vous faire un petit focus sur la Microsoft Cloud PKI, donc les cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Laurent aura le plaisir de vous parler de d'Endpoint Privilege Management. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler
d'Intune Advanced Analytics, ce qu'on peut tirer comme information et les cas d'usage possibles avec cette fonctionnalité. Laurent reprendra la partie lead sensing et on finira avec une partie questions-réponses. Et comme Nathalie a dit, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser, on est là pour y répondre. Je te laisse la parole, Laurent, pour la suite. Merci. Ok, et ben sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec une petite introduction autour de ce qu'est l'Intune Suite, ce qu'on y trouve comme module. Donc, comme vous l'avez vu dans le sommaire, aujourd'hui avec Jonathan, on a fait le choix de faire un focus sur 3 modules en particulier. Ça ne veut pas dire que les autres modules ne sont pas intéressants, ça veut dire qu'en 1 heure, on n'a qu'un certain temps pour parler des modules correctement. On a choisi ceux qui nous semblent le plus pertinent d'un point de vue technique. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas techniques ou inintéressants, c'est ceux qu'on pense qui vont le plus intéresser quand on se pose la question de: «Tiens, est-ce que je prendrais une Intune Suite ou pas? Pour combien de personnes?» et cetera. On a jugé que c'était ceux qui allaient avoir le plus à apporter d'un point de vue technique, management et cetera. Donc l'Intune Suite déjà, qu'est-ce que c'est? Comme Nathalie l'a dit en introduction, ça fait maintenant 2 ans que ça existe, l'Intune Suite, pas encore une fois à quelques jours près, ça fait 2 ans maintenant que l'Intune Suite, existe. C'est un complément aux licences que vous pouvez avoir qui vont inclure différents modules qui peuvent exister indépendamment de l'Intune Suite ou non. On verra que certains des modules ne peuvent exister que dans l'Intune Suite, certains sont disponibles en add-on solo, d'autres dans l'Intune Plan 2. Mais donc c'est des modules qui proposent des fonctionnalités avancées autour d'Intune, avancées à la fois pour la partie IT, certains pour la partie gestion, mais aussi autour de l'utilisateur. Alors pour l'utilisateur, c'est surtout un dont on va parler dans quelques instants quand on va voir le tableau avec les différents modules. Ce sera autour du remote help. Pour l'utilisateur, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Ce sera vraiment pour la prise en main niveau IT, mais il y aura quand même une petite interaction avec l'utilisateur pour ce module-là en particulier. Aujourd'hui, donc on a 8 modules qui sont compris dans l'Intune Suite. À l'avenir, on en aura peut-être plus. Pour l'instant, c'est pas quelque chose d'officiel, donc on peut pas s'avancer à dire demain on en aura 10, 15 ou autre. Néanmoins, c'est la volonté de Microsoft de dire: «On a ces modules-là, qui peuvent exister en standalone ou dans l'Intune Plan 2. On les rajoute dans un gros pack qu'on appelle l'Intune Suite. On fournit ce pack-là moyennant un coût», on en reparlera, et ce pack-là est disponible dans son ensemble autour d'Intune et autour d'Entra pour pouvoir en profiter. Alors quels sont ces modules? Les modules, c'est ceux que vous pouvez voir ici. Ceux en rouge, donc c'est ceux qu'on va détailler un peu plus avec Jonathan aujourd'hui. On va rentrer un peu dans le détail, vous donner notre avis et des petits conseils sur la partie technique et la mise en place de ces modules-là. Ceux en noir, c'est les modules dont on va simplement parler ici et on ne rentrera pas plus dans le détail. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont inintéressants, c'est simplement qu'il faut en choisir 8 modules en 1 heure, ça fait beaucoup de choses à présenter. Le premier, donc on va avoir l'occasion, enfin je vais avoir l'occasion de vous présenter bien en détail ce sujet-là, c'est l'Endpoint Privilege Management, une très bonne fonctionnalité technique qui vient avec un coût, mais qui a une très bonne fonctionnalité technique. Le deuxième, c'est l'Enterprise App Management. Si je dois résumer l'Enterprise App Management en quelques secondes, c'est la vision que Microsoft a de la gestion des mises à jour et de la vie de certaines applications qui sont choisies par Microsoft. C'est un set d'applications qu'on retrouve assez communément dans les environnements IT. Il y a la possibilité de faire une demande auprès de Microsoft pour dire: «Bonjour Microsoft, j'aimerais bien avoir cette application qui soit inclue dans l'Enterprise App Management». Attention, c'est pas parce que vous demandez l'application que Microsoft la rajoutera derrière. Mais cette possibilité-là existe et en fonction du nombre de demandes, Microsoft pourra ou non l'ajouter dans le temps et ça peut retirer au niveau des équipes IT une certaine charge sur le packaging et la gestion des applications. Puisque si on va dire VLC, 7zip ou des applications qu'on trouve assez régulièrement dans les environnements IT, elles peuvent être incluses. Vous pouvez trouver la liste de toutes les applications disponibles aujourd'hui sur la doc Microsoft. Donc ces applications peuvent être incluses dans l'Enterprise App Management et finalement après, dans votre Intune, dans votre environnement, vous poussez les applications directement et c'est Microsoft qui en a la charge. Vous n'avez plus besoin de vous poser la question il y a une montée de version ou autre. C'est des applications qui seront gérées directement par l'Enterprise App Management plutôt que par du packaging régulier ou autre en utilisant des super seddons parfois pour faire de la montée de version selon les applications. L'Advanced Analytics, donc je vais pas vous spoiler plus non plus puisqu'on va en parler, on va rentrer dans le détail. Jonathan aura l'occasion de vous présenter cette fonctionnalité-là. Le remote help, donc j'en ai parlé un petit peu il y a quelques instants. Tous les environnements informatiques ont un besoin à un moment ou à un autre de pouvoir prendre la main sur les appareils pour les utilisateurs, pour les aider. Ça peut être pour répondre à une demande d'élévation de droit, ça peut être pour solutionner des problématiques, ça peut être simplement pour vérifier une information. Pour plein de raisons,
encore aujourd'hui et dans les années à venir, on a besoin de prendre la main sur les postes utilisateurs, mais aussi sur nos machines. Nous, en tant qu'IT, quand on fait nos tests, on n'a pas forcément 50 machines autour de nous. On peut avoir des machines qui peuvent être restées à un endroit ou autre. Donc, on peut prendre la connexion la main, pardon, sur ces machines-là à travers le Remote Help. On sait qu'il y a déjà des outils qui proposent ça, du TeamViewer, du AnyDesk, etc. Il y a pas mal d'outils qui proposent du Remote Help. Aujourd'hui, Microsoft le propose à travers Intune. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers Intune, c'est que vous n'allez pas prendre la main directement à travers Intune. Vous activez la fonctionnalité. Derrière, c'est la nouvelle application Remote Help qui existe sur Windows qui va vous permettre de prendre la main. L'utilisateur peut autoriser la connexion lorsque le technicien donne un code. On le voit un peu à l'envers, c'est le technicien qui donne un code à l'utilisateur, là où aujourd'hui on a plus l'habitude que ce soit l'utilisateur qui donne le code au technicien. En résumé, c'est une possibilité de prendre la main sur les machines avec l'Intune Suite. Vous allez avoir ensuite le Microsoft Tunnel for Mobile Application Management. Alors là, on se rapproche un peu plus de la mobilité que de notre cœur de métier, à Jonathan et moi, qui tourne plus autour des workstations, même si on fait un peu de mobilité. Là, on est vraiment sur un add-in qui est dédié à la mobilité, qui va permettre, entre autres, d'avoir des applications sur des appareils non gérés qui pourront accéder aux ressources de l'entreprise. Le Microsoft Cloud PKI, donc ça, on va vous en parler un peu plus en détail. Ça fait partie des modules assez intéressants. Le firmware over the air update qui vous permet comme son nom l'indique, en réalité, de faire de la mise à jour de micro-programmes, donc le firmware de vos appareils, à travers des connexions sans fil. Et enfin, le dernier, le Specialized Device Management. Donc, le Specialized Device Management, c'est la possibilité de gérer des appareils qui sont un peu hors du commun dans les environnements IT. On sait aujourd'hui qu'on est capable de gérer à travers Intune, par exemple, les Teams Meeting Room. Dans l'évolution qu'on a de l'IT, on va avoir des casques à air ou alors des écrans avec de la réalité augmentée, des écrans intelligents, etc. Tout ça, ça peut être géré à travers Intune, soit si vous avez un Intune Plan 2 ou alors dans l'Intune Suite. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, vous avez donc certains modules, 5 de ces modules qui sont disponibles en standalone. Donc, si un seul de ces modules vous intéresse, vous pouvez potentiellement vous dire, bah tiens, moi j'ai besoin que de l'endpoint privilege management finalement. Le reste de l'Intune Suite, c'est sympathique, mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Vous avez la possibilité de le prendre indépendamment. Néanmoins, si plusieurs de ces modules vous intéressent, comme chacun de ces modules vient avec un certain coût, vous pouvez vous dire, bah finalement, plutôt que de payer l'endpoint privilege management, l'enterprise app, l'advanced analytics, etc., bah, dans le coût de l'Intune Suite, je m'y retrouve et en plus, j'ai des modules en plus qui, peut-être dans le temps, pourront avoir une utilité. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de 100% des modules. Néanmoins, si vous avez besoin de certains de ces modules, en fonction du prix, ça peut être intéressant de passer par l'Intune Suite plutôt que de prendre des versions standalone. Ce qui doit primer là-dessus, mais on en reparlera, ce sera surtout quelle est votre utilisation de ces modules-là. Si vous utilisez qu'un seul de ces modules, la question se pose sérieusement. Voilà un peu sur les modules qui sont inclus dans l'Intune Suite. Donc on a déjà entendu parfois que d'autres modules seraient amenés à arriver. Au moment où on parle, on n'a pas d'officialisation de ça. On n'a pas d'autres modules qui sont prévus d'arriver, par exemple, demain ou dans un mois. Si c'est le cas, très bien, mais on n'a pas cette information-là de manière officielle aujourd'hui. Donc les modules qui sont compris sont ceux que vous pouvez voir à l'écran. On verra par la suite ce que Microsoft nous propose autour de ces modules-là. Et comme on a parlé un petit peu des modules, bah, je vous propose dès à présent, avec Jonathan, de découvrir un petit peu ce que la Cloud PKI a à nous offrir. Jonathan, je te laisse présenter un petit peu ce sujet-là. Ça marche, merci Laurent. Du coup, on va faire un petit tour du côté de la Cloud PKI pour voir un peu quels sont les enjeux autour de ça, ce qu'elle peut apporter et comment on peut la déployer et la suivre. Si la slide peut bien passer. Alors, actuellement, quand vous voulez déployer des certificats sur des postes ou des périphériques managés par Intune, vous devez mettre en place un serveur qu'on appelle SCEP, qui héberge le rôle NDES pour Network Device Enrollment Services, plus un connecteur qui s'appelle Intune Certificate Connector. Donc, ça nécessite un serveur dédié, donc avec tous les enjeux derrière, la configuration, la maintenance, la supervision et la sécurité, car c'est un serveur qui est relié directement à la PKI, qui est une porte d'entrée, qui peut être une porte d'entrée pour les pirates. Le serveur NDES, on connaît aussi qu'il peut être aussi un peu capricieux parfois, peut être un peu compliqué à configurer. Et on a aussi des sujets autour de la publication de la CRL sur Internet, où les RSSI sont pas très chauds de publier ces informations-là sur Internet. Microsoft a voulu simplifier tout ça en proposant un module qui s'appelle la Cloud PKI. Donc c'est
L'idée derrière ça, c'est de provisionner et avoir une PKI disponible en quelques clics pour tous les périphériques qui sont gérés par Intune. Donc tous les périphériques, que ce soit Windows, iOS, macOS ou Android. À partir de cette clé de PKI, vous pourrez déployer des certificats directement sur tous ces types de périphériques. Ça vous aidera aussi dans l'accélération de votre transition vers le cloud, parce que vous n'avez plus besoin de déployer des serveurs et de gérer des serveurs PKI sur site pour adresser des certificats à ce type de périphériques. Vous pouvez créer des PKI à 2 niveaux, donc vous aurez le premier niveau qui est la route PKI, et ensuite une autorité intermédiaire. Donc vous pouvez créer des autorités à 2 niveaux, et vous pouvez aller jusqu'à 6 autorités différentes. Avec ça, vous pouvez aussi gérer le cycle de vie du certificat dans son entièreté, donc que ce soit de son émission, son renouvellement et sa révocation. Donc s'il y a un appareil Intune est supprimé, effacé ou retiré, le certificat est automatiquement révoqué et vous n'avez pas à vous soucier de ça, tout est fait automatiquement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour dans des scénarios d'authentification basés sur les certificats. Donc par exemple pour accéder à vos réseaux Wi-Fi et VPN, ou aussi à l'utilisation dans Windows Hello for Business pour se connecter à la session Windows de l'utilisateur. Donc c'est des scénarios qui sont totalement supportés par la clé de PKI. Et ensuite, au niveau reporting, on le verra un peu plus tard, vous avez toute une vue unifiée et détaillée sur ce qui se passe sur vos autorités de certification cloud. Donc le nombre de certificats distribués, expirés, révoqués. Vous avez tout ça dans le reporting. Et on le verra un peu plus tard dans quelques captures d'écran que j'ai pu vous mettre. Au niveau spécificité technique de cette clé de PKI, du coup, on a une prise en charge des tailles de clés RSA de 2048 à 4096. Au niveau des algorithmes de chiffrement, ça peut aller de SHA-256 à SHA-512, pardon. Intune héberge la CRL de chaque clé de PKI et la met à disposition sur Internet de façon sécurisée, bien sûr. Il est possible de créer jusqu'à 6 autorités de certification. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 3 routes CA et 3 intermédiaires CA ou autres. Et tout ça, ça peut être sécurisé avec des rôles. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui s'occupent juste de cette partie-là dans Intune en utilisant le airbag et donc créer des rôles spécifiques en disant tel administrateur peut gérer la clé de PKI et pas accéder à mes devices dans Intune ou autre. Donc tout ça est assez cloisonné et sécurisable. Au niveau de la clé de PKI, vous avez 2 modes de déploiement. Donc le premier mode de déploiement, c'est une clé de PKI avec la route CA qui est hébergée dans Intune directement, chez Microsoft, on va dire plutôt. Donc vous avez la route CA et la intermédiaire CA qui est hébergée directement dans Intune. Et le deuxième mode de déploiement, c'est le Bring Your Own CA. Donc là où vous amenez votre route CA privée à vous et vous déléguez la intermédiaire CA directement par Intune. Et ça vous permet d'ancrer l'autorité de certification Intune à votre autorité privée et de faire une sorte d'extension de votre PKI vers Intune et adresser les postes et les périphériques qui sont gérés par Intune pour leur déployer des certificats directement. Et donc vous pouvez retrouver tous les scénarios possibles qu'on a discuté juste avant. L'accès au Wi-Fi, l'accès au VPN, les scénarios d'authentification basés sur les certificats et ensuite d'autres scénarios possibles aussi. Au niveau reporting, comme je disais juste avant, vous avez plusieurs types de reporting possibles. Donc il y a une question en fait, Jonathan, oui. sur le chat. Je te laisse peut-être y répondre. C'est la question de Romain, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, est-ce que c'est une PKI propre et supportée? Du coup, je dirais oui parce que c'est une solution qui est proposée par Microsoft et qui est mis directement dans Intune. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le sens de la question, mais pour moi, c'est très bon. Et la deuxième question. Ça dépend. Donc une prop CA doit être hébergée dans le cloud. Ça dépend le type de scénario que tu souhaites, Romain. Soit tu délègues la route CA et l'intermédiaire CA à Microsoft, ou soit tu apportes ta route CA à toi et tu laisses l'intermédiaire CA à Microsoft. Je sais pas si c'est la réponse à ta question, mais sinon n'hésite pas à le dire et on complétera. Du coup, pour revenir sur la partie reporting, vous avez différents types de reporting.
euh, possible. Donc vous avez, comme sur les captures d'écran le montre, vous pouvez savoir le nombre de certificats actifs, le nombre de certificats expirés, révoqués. Euh, Ensuite, vous pouvez aller un peu plus dans le détail et voir à qui des certificats ont été distribués et sur quel périphérique. Et aussi le déploiement des certificats via le profil de configuration Intune pour déployer ces certificats. Toutes ces informations-là sont aussi disponibles via la Graph API pour éventuellement faire du reporting sur Power BI si jamais vous, vous en faites. Et ça sera, j'en profite pour faire un peu de teasing, ça sera aussi un des sujets qu'on proposera en meetup d'ici quelques semaines, le reporting Power BI autour d'Intune. J'en ai fini pour le coup de PKI. Je vais laisser Laurent reprendre la main sur la partie EPM et dans l'intervalle, je regarde s'il y a des questions et j'y réponds dans le chat. Yes, merci Jonathan. Donc on enchaîne tout de suite sur l'EPM. Donc EPM, c'est le petit trigramme pour Endpoint Privilege Management. C'est plus rapide, vous m'entendrez plus souvent dire EPM que Endpoint Privilege Management. Comme ça, c'est dit, tout le monde le sait, EPM égale Endpoint Privilege Management. Donc l'EPM, qu'est-ce que c'est? Avant de donner la définition de ce qu'est l'EPM, on va s'intéresser aux droits admin dans l'environnement informatique. Aujourd'hui, dans tous les environnements informatiques, ou tout du moins dans la majorité des environnements informatiques, il y a un moment ou un autre où on doit se poser de la question de comment on va gérer nos droits admin. Alors, comment on peut gérer nos droits admin aujourd'hui dans Intune? On peut avoir du LAPS qui va présenter une certaine limitation puisque c'est des comptes impersonnels, donc la nécessité d'aller récupérer le mot de passe à chaque fois qu'on en a besoin pour pouvoir faire une action sur la machine ciblée par l'apps et le mot de passe dédié à cette machine au moment où on a besoin. On peut avoir des comptes d'admin nominatifs, comme par exemple Nathan ou moi, on peut avoir dans les différents environnements, Jonathan admin, Laurent admin, et avec ça, on peut réaliser certaines actions sur les machines. Pour avoir les droits avec nos comptes admin qui viendraient de Entra, on peut avoir de la Account Protection Policy, on peut avoir des scripts, il y a différentes méthodes qui existent pour avoir les droits admin avec nos comptes Entra sur les machines. Néanmoins, on sait qu'au niveau de la sécurité, entre autres, et des environnements informatiques de manière un peu plus générale, la question des droits admin, ça fait toujours discuter. Est-ce qu'on a besoin d'autant de droits? Est-ce que tout le monde a besoin de ces droits-là? Est-ce que la personne qui va faire finalement 3 clics sur la machine avec son compte admin en a réellement besoin? Donc c'est souvent beaucoup de discussions. Et quand on fait cette migration vers le Modern Workplace ou qu'on commence à définir un peu son environnement Modern Workplace, on se pose souvent cette question des droits admin. L'EPM, ça répond à une partie de ces questions-là, pas à toutes, mais ça répond à une partie de ces questions-là en disant, avec l'EPM, je vais schématiser, je vais vous détailler un peu plus dans les slides qui viennent. L'EPM, c'est dire, finalement, j'autorise un utilisateur à lancer une application et peut-être ou non ses process enfants en tant qu'admin, mais il ne dispose pas de droit admin. C'est l'exécution de cette application, l'exécution de ce script, l'exécution de ce MSI qui est autorisé en tant qu'admin à travers l'EPM. Vous allez voir dans quelques instants comment ça se concrétise sur une machine, ce fameux EPM, parce que c'est pas clic droit lancé en tant qu'administrateur, c'est une nouvelle fonctionnalité lorsque vous l'avez activé. Et avec ça, vous n'avez plus virtuellement, entre guillemets, besoin de droit admin. Vous autorisez des applications, vous autorisez des processus, mais vous n'autorisez plus quelqu'un à avoir des droits admin. Alors, est-ce que ça va éliminer 100% des droits admin? Idéalement, j'ai envie de vous dire que oui, et ce serait incroyable. Maintenant, est-ce que réalistiquement parlant, est-ce que demain ça va éliminer les droits admin? On n'en est pas encore là. Il y aura toujours besoin, entre autres, d'un lab, il y aura toujours besoin par moment d'avoir des comptes avec des droits complets sur la machine pour faire une installation, pour vérifier quelque chose, pour réparer quelque chose au niveau d'un support ou autre. Donc, ça ne va pas éliminer 100% des droits admin. Néanmoins, ça peut en supprimer ou en alléger une partie au niveau d'utilisateurs, par exemple des utilisateurs qui vont faire du développement ou un utilisateur qui a besoin régulièrement d'installer une application qui est mise à jour, une application métier qui vient d'un éditeur très particulier, mais ils sont que 3, donc pas de packaging autour de ces applications-là, mais on connaît l'exécutable, ou on connaît son certificat, ou on connaît le hash de l'application, et avec ça, on peut être capable de dire j'autorise cette application-là précisément à se lancer en tant qu'admin, mais mon utilisateur ne disposera pas de droit admin. Si mon application va aller chercher des process enfants derrière, imaginons qu'on autorise par exemple un cmd.exe, j'autorise ou je n'autorise pas. Donc même si vous passez par un cmd.exe par exemple, vous pouvez dire OK, j'autorise lorsque cmd.exe est lancé à travers l'EPM, je l'autorise à être élevé sous condition, on verra les conditions dans quelques instants, mais
je n'autorise pas les process enfants qui seront lancés à travers mon cmd.exe d'avoir les privilèges. Exemple, je lance mon cmd.exe, derrière je lance un install.msa, install.ps1. Si je lui ai coupé les process enfants et que je n'ai pas précisément autorisé mon install.ps1 ou mon install MSI, alors ça ne se lancera pas en tant qu'admin et j'aurai mon joli message d'erreur habituel de il vous faut des privilèges, etc., etc. Ça, c'est pour l'introduction. Comment ça se concrétise tout ça? Donc vous prenez votre abonnement Intune Suite ou Standalone, ça ce sera à vous de voir, et ensuite vous vous rendez dans votre console Intune. Dans votre console Intune, vous allez avoir un déploiement qui va se faire en 2 steps. Le premier step, ça va être de déployer une policy. La policy, ce sera le comportement général de l'EPM sur vos machines. Ça ne définira pas les règles qu'on va voir dans la slide suivante pour les applications, ça définira un comportement général. Une petite recommandation que je peux vous donner si demain vous envisagez de faire votre propre POC ou alors même de le mettre en place définitivement. Quand vous allez créer votre settings policy, vous allez avoir la possibilité donc de choisir si vous allez deny, autoriser toutes les requests, mais aussi vous allez avoir la possibilité de faire du reporting. Et à mon sens, c'est par là qu'il faut commencer si vous souhaitez mettre le PM en place. Vous, dans votre policy, vous mettez en place ce reporting, d'avoir dans Intune les informations qui vont remonter de ce qui est lancé en tant qu'admin sur vos machines, sans avoir de policy qui vont le gérer dans un premier temps, sans avoir de règles qui vont gérer vos applications, simplement déployer une policy toute simple sur du all device. Vous ne m'entendrez pas souvent dire à déployer sur du all device. Là, je vous le propose de déployer avec l'option all device. Vous déployez cette policy-là et la policy dit simplement tu reportes ce qui est lancé en tant qu'admin dans Intune, tu l'autorises, tu ne changes pas, tu fais comme on a aujourd'hui, donc avec compte admin, etc., du labs, peu importe, mais juste tu me remontes l'information dans Intune. Vous le laissez tourner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, libre à vous de voir. Et ensuite, dans Intune, vous allez pouvoir extraire ce rapport-là au format CSV. Donc on a l'habitude, on prend notre CSV, on fait un peu de mise en forme dessus pour que ce soit un peu plus plaisant et un peu plus lisible. Et vous allez avoir l'information dedans de ce qui a été lancé pendant le temps que vous aurez passé à laisser cette policy-là tourner. Vous pourrez voir quelles applications ou quels processus ont été lancés en tant qu'administrateur. Vous allez ensuite pouvoir les trier avec Excel en disant bah tiens finalement je vois que mon Notepad++ il a été lancé 600 fois dans la semaine par mes 100 utilisateurs en tant qu'admin. Mais je vois qu'à côté ma fenêtre CMD elle a été lancée que 2 fois. Donc si je dois créer une règle pour une des 2 applications ou pour les 2 applications, celle pour laquelle je peux retirer des droits admin potentiellement aux utilisateurs qui lanceraient uniquement Notepad++ en tant qu'admin, mais qui n'ont pas d'autre utilité pour un compte admin, bah finalement je peux le faire avec le PM et ils n'ont plus besoin de compte admin, les personnes qui lancent uniquement Notepad++. C'est un exemple. Et donc ça vous permet d'avoir une visibilité déjà de qu'est-ce qui tourne en tant qu'admin sur votre environnement. Avant de prendre la décision de se dire je vais l'autoriser, je vais le définir comme ci, comme ça, vous pouvez avoir cette information-là. Ça, c'est une petite recommandation que je vous donne. Si jamais vous voulez le faire aujourd'hui ou demain, commencez par avoir ce rapport-là, c'est une bonne idée. Ensuite, vous allez rentrer dans la configuration de votre policy. Donc, vous pouvez le voir là sur l'écran, vous avez différents settings qui vous permettront de configurer le comportement général de votre EPM et définir comment l'élévation va être approuvée. Là, vous pouvez voir que dans les dernières nouveautés, on a le support approval. Imaginons que vous choisissiez le support approval. J'ai pris mon application, je reprends mon exemple de Notepad++, j'ai lancé mon report. J'ai vu que Notepad++, c'est une application qui est régulièrement lancée, je crée ma rule, on la voit dans un instant la rule, mais on définit l'elevation response dans la policy et pas dans la rules. J'ai vu que mon Notepad++ était lancé, mais finalement, je ne veux pas l'autoriser comme ça à chaque fois. Je ne veux pas simplement que mon utilisateur saisisse son mot de passe ou autre et l'autorise. Je veux que mon support vérifie la demande et puisse dire OK, j'ai reçu la demande de Jonathan, de Laurent, de lancer Notepad++ en tant qu'admin à travers le PM sur sa machine. Je l'autorise ou je ne l'autorise pas. Comment ça va se passer? Dans Intune, vous allez avoir ici, on a notre petit encadré, vous allez avoir l'elevation request. Petite parenthèse sur l'elevation request, il y a un truc qu'on attend un petit peu autour de l'elevation request en support approval, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une notification. Au moment où on parle, il n'y a pas de notification native de la part de Microsoft lorsqu'une demande arrive. Ça peut être un peu gênant, ça peut générer un certain bruit de fond de l'utilisateur qui a fait sa demande et qui n'a pas compris, puisque c'est à l'admin ou à l'ingé ou à la personne qui a les droits là-dessus d'aller dans Intune, d'aller dans Endpoint Security, d'aller dans Endpoint Privilege Management et de le vérifier. Alors ça peut être une tâche quotidienne, ça peut être une tâche récurrente, ça peut être l'utilisateur
qui appelle le support pour dire j'ai une elevation request. On change un peu l'histoire du laps, mais finalement, on a quand même un coup de fil à donner au support. Il y a différentes méthodes pour pouvoir le mettre en place. Néanmoins, au moment où on parle, il n'y a pas encore de possibilité d'avoir une notification, par exemple un mail, une notification sur le téléphone qui dise OK, j'ai une elevation request, approve ou deny cette request, mais c'est proactif. Ce n'est pas silencieux à proprement parler. Néanmoins, si on choisit du require support approval, ce qui est bien puisque ça vous laisse quand même garder un certain contrôle, vous allez avoir donc l'information qui va remonter dans Intune. La personne qui a les droits ou les personnes qui ont les droits peuvent aller vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois par jour, peu importe, et autoriser ou non cette application. S'ils refusent, et c'est là encore où il y a un petit truc qui sera amélioré dans le temps autour de l'EPM, l'utilisateur n'a pas l'information. Donc il faut prendre son téléphone ou envoyer un Teams à l'utilisateur et lui dire ta requête a été refusée pour X raison. Si elle est approuvée, il a l'information et c'est approuvé pour 24 heures. C'est-à-dire qu'au moment et à partir du moment où je l'approuve, c'est pas lorsque l'utilisateur a fait sa demande, j'ai approuvé, donc s'il a fait sa demande à 9 heures, que j'ai approuvé à 23 heures, ah bah il ne reste plus qu'une dizaine d'heures pour le faire. Non, si je l'approuve à 23 heures, il a jusqu'à 23 heures le lendemain pour pouvoir lancer le process qu'il souhaitait lancer en tant qu'admin à travers le PM, pas à travers une élévation de droit. Donc là, on a parlé du require support approval, mais vous pouvez aussi choisir une approbation à travers un exe, à travers un certificat de l'application ou à travers le hash de l'application. Tout ça, vous avez différentes méthodes pour les récupérer qui sont documentées donc sur la doc MS. Vous pouvez le faire avec un certificat de l'application ou avec le hash. Vous pouvez aussi avoir cette information-là lorsque vous faites votre elevation report, simplement pour voir ce qui tourne sur votre environnement. Vous allez avoir l'information, par exemple, du hash de l'application. Ça peut être intéressant. Attention, petit point d'information, en fonction des montées de version, ça peut créer un bruit de fond si vous n'avez pas suivi ça activement. Donc, pensez quand même à le vérifier, mais ça peut être une idée aussi de comment on le fait. Donc ça va définir votre comportement général de l'EPM sur vos machines. C'est très bien, mais ça ne répond pas à la question de comment j'autorise telle application ou telle application. Pour l'instant, c'est un comportement général et de l'information. Eh bien, ça se passe avec les rules. Quand vous allez être dans votre EPM, dans votre Endpoint Privilege Management dans Intune, donc Endpoint Security, Endpoint Privilege Management, vous avez mis votre settings policy, vous avez récupéré votre report. Très bien, mon report m'a donné les informations sur mon fameux Notepad++. Qu'est-ce que je fais? Vous allez créer une règle, vous nommez la règle de manière classique. Vous allez choisir l'elevation conviction, 1, 2, 3, l'elevation condition, donc soit confirmé par l'utilisateur, soit automatique. Donc automatique, c'est je fais la demande. Ah ok, mon application est autorisée par son file hash par exemple, alors mon application est automatiquement lancée. La validation, donc ça peut être une business justification, ça peut être le support approval, ça peut être le hash, ça peut être l'exe. Vous avez différentes possibilités pour choisir quel type de validation vous voulez avoir lorsque vous allez demander cette élévation. Et enfin, l'option dont je parlais un peu plus tôt, le Allow All Child Process to Run, ou pas. Donc l'autorisation des process enfants à se lancer avec ces mêmes droits admin. Ça peut être assez intéressant. Donc le PM, on le verra dans un instant, supporte différents formats, dont le PS1. Si vous lancez un PS1, que ce PS1 là fait appel à d'autres exés, vous pouvez vouloir qu'il se lance aussi en tant qu'admin. Mais vous pouvez aussi avoir envie que simplement votre PS1, pour pas qu'il y ait de failles ou autre, et quelqu'un qui aille modifier votre PS1 derrière pour y rentrer d'autres exécutions derrière, vous pouvez vouloir que simplement ce PS1 là se lance avec des droits admin, mais pas ce qui va en découler. Donc c'est une option qui est quand même assez intéressante, qui nécessite un peu du cas par cas par application, mais c'est une option qui est quand même assez intéressante. Les informations qui vous seront demandées pour votre application, le file name et le file hash si vous l'utilisez. Vous pouvez avoir le certificat, je ne crois pas qu'on le voit ici, mais vous pouvez avoir le certificat aussi pour pouvoir importer un certificat de l'application et dire si ce certificat-là cherche à s'élever, alors vous pouvez élever à travers le PM. Comment ça donne sur le PC? Parce que donc là, c'est bien beau, on a pu faire notre settings policy pour avoir l'information, on a pu définir notre comportement. J'ai pris mon application Notepad++ ou ici PowerShell.exe et j'ai pu définir comment mon application allait se lancer à travers le PM. Mais pour mon utilisateur, comment ça se traduit? Parce qu'on ne va pas passer par clic droit et Run as an administrator. Vous allez avoir une nouvelle option, l'option EPM, qui est juste ici. Et là, donc vous le voyez, pour avoir cette option-là, il faut que vous ayez l'Intune Suite ou l'Adin. Mais si vous n'avez pas l'Intune Suite ou l'Adin, vous ne devriez pas voir cette option-là. À moins qu'il y ait eu un changement depuis la dernière fois que j'avais vérifié. Mais de mémoire, on n'a pas cette option-là sans l'Adin ou sans l'Intune Suite. Vous cliquez,
Run with Elevated Access, donc vous voyez, il est juste au-dessus de Run as Administrator, et vous avez cette petite fenêtre-là qui va apparaître. Enter Business Justification, besoin d'installer quelque chose. Tac, si j'ai mis en support approval, c'est renvoyé dans ma console Intune. Dans ma console Intune, j'ai ma request qui est donnée. OK, eh bien, je suis l'administrateur, j'ai le support, peu importe. OK, j'estime que Jonathan ou Laurent a raison, c'est une business justification valide, pas besoin d'aller plus loin. Je valide sa demande. L'application, pendant 24 heures, pourra être lancée avec des privilèges élevés. Je refuse. Pas d'information. Ça, c'est le petit bémol, c'est que si c'est refusé, l'utilisateur, il ne le sait pas vraiment, à moins de lui envoyer une demande ou un mail, peu importe les méthodes qui seront utilisées derrière, mais il n'a pas l'information. Là où quand c'est approuvé, il a l'information, il a un petit pop-up et il peut l'utiliser et il peut lancer son application pendant 24 heures à travers ces élévations de droit. Quelques petits tips autour de l'EPM si vous décidez de le mettre en place. Il ne supporte pas l'inspection SSL, donc il vous faut du bypass. Il faut que les URL qui sont nécessaires pour l'EPM soient en full bypass SSL. Si vous avez une inspection SSL, votre EPM ne fonctionnera pas. Deuxième point d'attention, l'EPM n'est pas supporté sur les environnements virtuels aujourd'hui. Alors, il est supporté sur l'un, sur l'un, il est supporté sur Windows 365. Donc, si vous avez du Windows 365 et peut-être du Windows Link dès aujourd'hui ou dans les mois à venir, l'EPM pourra fonctionner sur ces environnements virtuels-là. Si vous avez de l'AVD, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez de l'Hyper-V ou autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un petit point d'attention. L'EPM aujourd'hui ne supporte pas la virtualisation ou l'inverse. La virtualisation ne supporte pas l'EPM. Vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. On arrive au même résultat. Ça ne fonctionnera pas. Dans les scénarios où vous allez utiliser le support approval, votre utilisateur doit être primary user. Petit point d'attention, du coup, si vous avez fait du shared device et que votre méthodologie pour du shared device, c'est de retirer le primary user de la machine, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une petite limitation par rapport à ça. Ensuite, au niveau des formats, même si je l'ai déjà un peu dit, il n'y a que 3 formats au moment où on parle. Je pense qu'on va rester sur ça, mais aujourd'hui, au moment où on parle, 3 formats supportés, l'EXE, le MSI et le PS1. Et enfin, et ça c'est récent, allez, 1 mois, grand max, même pas 2 semaines, depuis peu, l'EPM supporte les processeurs de type ARM 64 bits, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est une nouveauté qui est appréciable si vous avez ce type de processeur. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, ça n'a pas forcément empêché de faire les tests et de vérifier, ce que donnait un peu l'EPM. En tout cas, c'est une possibilité depuis quelque temps. Voilà un petit peu l'EPM. Je pense personnellement d'un point de vue technique que c'est une feature qui est super intéressante, qui est un peu chronophage et complexe à mettre en place une première fois. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse de comment ça se passe pour mon environnement, ok, comment je fais pour telle application, comment je fais pour tel groupe d'utilisateurs, quel droit je vais déléguer à mon support, quel droit je vais déléguer à mes admins, etc. Je vais pas le cacher, c'est un assez gros chantier, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, ce que ça permet derrière, là je parle vraiment d'un point de vue consultant technique, je trouve ça incroyable parce que c'est trop bien, plus besoin de compte admin ou autre, j'ai juste mes applications, je suis mon environnement, ça va vachement plaire à la sécu. Les comptes admin, on a réglé le problème des comptes admin, on a juste notre LAT et on a de l'EPM. Ça présentera ses limitations à un moment ou à un autre, mais quand même, je trouve que c'est une belle avancée, ça permet pas mal de choses, un peu complexe à mettre en place, mais d'un point de vue technique, c'est quand même une sacrée feature qui existe donc indépendamment ou dans l'Intune Suite. Et comme on en revient à l'Intune Suite, on va vous présenter un petit peu maintenant l'Advanced Analytics. Et du coup, je te repasse la main et le micro, Jonathan, pour que tu puisses nous parler un petit peu de l'Advanced Analytics et de ce qu'on y trouve. Ça marche. Merci Laurent pour cette présentation super complète. Il y a une petite question de Francisco, je ne sais pas si on peut la prendre avant que je commence, qui demandait si PM était compatible avec VMware, avec une machine virtuelle sous VMware. Je dirais que oui, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne l'ai pas testé, je ne pense Ouais. pas. Pour le coup, je ne pense pas. Je ne l'ai pas testé pour être tout à fait honnête. Donc, je ne peux pas l'affirmer à Oui. 100%. De la même manière où ça ne fonctionne pas sur les environnements Sur virtuels AVD, Azure AD, j'aurais tendance à dire que c'est kiff-kiff sur du VMware. Mais je ne l'ai pas testé. Je peux pas l'affirmer puisque je ne l'ai pas testé. Néanmoins, je pense que non. Mais à tester. à confirmer par le test quand même. Ça marche. Ok, du coup, on va enchaîner sur la dernière fonctionnalité du jour, qui est Intune Advanced Analytics. Du coup, Intune Advanced Analytics, ça vous permettra de comprendre, d'anticiper et d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs sur des postes Windows. Donc
Vous allez pouvoir détecter de manière proactive les problèmes et les incidents qui se passent sur vos postes de travail avant qu'ils n'affectent la productivité des utilisateurs. Faire des analyses approfondies des appareils, euh, améliorer l'expérience utilisateur, je viens de le dire. Surveiller les anomalies et les irrégularités sur votre parc et avoir des rapports détaillés sur tout ça, et notamment sur l'intégrité aussi de la batterie. Du coup, on va passer en revue chaque fonctionnalité de cette brique et voir ce que ça peut vous apporter au quotidien. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'anomaly detection. Donc, ça va surveiller l'état de vos appareils et détecter s'il y a des baisses d'expérience utilisateur et de productivité suite à des modifications qui ont pu être faites au niveau configuration. En cas de souci, les rapports pourront vous suggérer des causes et apporter des solutions. Par exemple, vous mettez en place une configuration ou vous mettez à jour un driver ou une application, ça provoque des soucis sur un certain type de poste. Cette fonctionnalité-là vous permettra de vous aiguiller dans le diagnostic de votre panne. Par exemple, il vous dira, attention, il y a 5% du parc qui a des crashs d'application, et il pourra vous trouver une cause commune à ces postes. Par exemple, tous ces postes sont le même modèle, ou tous ces postes ont une version de driver XY, ou tous ces postes ont une version obsolète de l'application. Et ça pourra permettre à vos administrateurs d'aiguiller le diagnostic pour résoudre l'incident au plus vite et rendre le service à l'utilisateur. La deuxième petite brique, c'est Device Timeline. Pardon. Du coup, ça permet de voir un historique des événements qui se sont produits sur un poste de travail. Donc, par exemple, vous avez un poste de travail qui crache depuis quelques jours. Grâce à ça, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé au niveau du poste grâce à une timeline. Et donc, voir tous les événements du type crash d'application, non-réponse d'une application. Tout ça avec un délai de 24 heures et un délai de 24 heures de latence entre les deux. Mais ça peut vous permettre d'avoir une timeline de tout ce qui s'est passé sur votre poste et aussi d'orienter le diagnostic pour résoudre l'incident et rendre le service à l'utilisateur. Donc c'est assez complet et c'est assez bien fait aussi. La troisième petite brique, c'est Device Query. Donc Device Query, ça permet d'obtenir des informations en temps réel sur l'état d'un appareil. Donc sous Intune, vous allez sur un appareil, vous avez une petite rubrique Device Query et vous pouvez faire une query en temps réel sur le périphérique en question. Par exemple, savoir les patchs qui ont été installés, savoir le niveau de chiffrement BitLocker ou savoir la version de l'OS en temps réel si le périphérique est connecté à Internet. Ensuite, vous avez aussi une deuxième fonctionnalité qui s'appelle Device Query for Multiple Device. Donc là, ça permet de faire des queries, mais au niveau de votre flotte entière d'appareils. Donc par exemple, savoir le niveau de protection BitLocker ou les versions d'OS, mais directement au niveau de votre flotte et pas sur un appareil en question. Donc ça aussi, c'est aussi intéressant au niveau, si vous voulez faire des inventaires ou savoir l'état de votre parc sur tel ou tel paramétrage, c'est aussi intéressant. Et savoir aussi que ça va être mis en place sur toute la partie mobile iOS, Android, ces fonctionnalités-là vont être mises en place aussi. Une autre petite brique, c'est l'état de santé de la batterie, parce qu'on sait que les utilisateurs sont beaucoup en mobilité, et donc dès qu'ils ont des baisses d'autonomie, ça peut être une source d'incidents et de mécontentement utilisateurs. Donc grâce à ce reporting, vous allez pouvoir savoir l'état de santé des batteries de votre parc informatique. Donc et ensuite prendre les décisions qui vont bien pour savoir, pour par exemple changer les batteries qui ont un niveau inférieur à 60%, ce genre de choses. Ça vous permettra d'aiguiller aussi les décisions de remplacement de matériel, savoir est-ce que les postes sont vieillissants ou pas, donc avec un scoring. Avant, pour avoir ces informations-là, on utilisait par exemple des remédiations Intune ou ce genre de choses. Maintenant, on a, à travers cette fonctionnalité et ce report, un reporting directement intégré qui vous permet d'avoir les informations en un clin d'œil et sans devoir faire d'actions supplémentaires pour avoir les informations. Pareil sur la partie ressources performance, donc ça peut permettre à partir d'un poste, savoir son niveau de charge au niveau RAM et CPU, s'il est dans la norme, s'il est trop surchargé au niveau processeur et RAM. Ça vous permettra aussi d'avoir un rapport de cette partie-là sur les périphériques. On n'a pas le niveau de détail pour savoir quelle ou quelle application consomme le plus.
pas encore, peut-être que ça arrivera. On a un détail pour savoir quel process pardon, prend le plus de temps à démarrer le poste, à démarrer quand le poste démarre. Mais on n'a pas le niveau de détail sur savoir quelle application est le plus gourmande en CPU RAM. Peut-être que ça viendra. Mais on a déjà la charge au niveau CPU RAM des périphériques directement dans un reporting aussi. Et c'était fini pour la partie Advanced Analytics. Je sais pas si j'ai pas vu des questions passer, mais si j'en vois par la suite, j'y répondrai directement dans le chat. Et je laisse la partie licensing et finalisation à Laurent. Yes, merci Jonathan. On a eu des petites questions, mais pas forcément Ouais, j'ai autour de vu. l'Advanced Analytics. Alors, on avait Hugues qui nous demandait si c'était un concurrent de Nextthink, ce à quoi je répondais que c'est pas vraiment un concurrent de Nextthink. Ouais. On retrouve des fonctionnalités similaires, mais c'est pas les mêmes outils NetSync, puisque il vous n'allez est pas, au-dessus encore. Ouais. oui, vous allez pas faire de remédiation, par exemple, à travers l'Advanced Analytics. Vous allez avoir l'information. Alors, après, si on veut être tout à fait exact, vous avez l'information, vous avez une thune, vous avez des remédiations dans une thune. Donc, on Ce pourrait sera dire, ah, manuel. mais finalement, on peut le faire. Mais ce sera pas aussi évident, entre guillemets, que ce que vous pouvez trouver dans Nextthink. Vous n'allez pas avoir forcément le même niveau de reporting non plus. Donc, comme l'a dit très justement Jonathan, Nextthink, c'est un cran au-dessus. Je passais l'info. J'ai rencontré dans certains contextes des pays qui ne pouvaient pas avoir Nextthink pour X raisons. Pour ces pays-là, on a dû les exclure du déploiement Nextthink purement et simplement. Au moment où on parle, j'ai pas encore rencontré de cas similaires pour de l'Advanced Analytics où on a eu un showstopper, on disait non, non, mais on veut pas de ça sur notre environnement. Là où Nextthink, j'ai un pays en tête qui a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas l'avoir et ne l'a pas sur son environnement au moment où on parle. Donc, à voir si ça reste comme ça dans le temps. En tout cas, j'ai rencontré ce cas-là une fois. Alors la source, je saurais pas la donner, très exactement. Je peux dire que c'était avec l'Allemagne. C'est avec l'Allemagne qu'on a eu un gros showstopper. Est-ce que c'était par rapport à l'activité de l'entreprise et du client en particulier ou par rapport à une règle interne au pays? Je n'ai pas l'information exacte, pourquoi ils ont autant insisté sur le fait de ne pas vouloir Nextthink et pourquoi on l'a exclu de leur déploiement. Néanmoins, dans les faits, ils ont insisté, les décisions étaient prises au niveau du management. Nextthink a été exclu de leur scope et c'est le seul pays sur tous les pays dans lesquels ce client était présent qui n'a pas eu Nextthink. Nextthink était installé sur l'ensemble des autres appareils. Petit retour du coup sur la partie licensing. La partie licensing, donc forcément, c'est un point qui interroge beaucoup autour de l'Intune Suite parce que ça vient avec un coût. Et ça vient avec un coût et c'est souvent par là que le bas blesse. Ni Jonathan ni moi, on est des comptables, ni lui ni moi, on pourra vous dire c'est intéressant, c'est pas intéressant. On va vous présenter les prix. Il y a une petite calculette de Microsoft qui peut vous donner une idée de quand est-ce que vous allez avoir ce retour sur investissement. Ni Jonathan ni moi ne vous diront il faut le prendre ou il faut pas le prendre. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de vos moyens, ça dépend de combien vous voulez en prendre. C'est beaucoup de choses à mettre en ligne et c'est une décision qui appartient à chaque environnement et à chaque client. Je ne vous dirai pas il faut le prendre ou il ne faut pas le prendre. D'un point de vue technique, vous avez eu notre avis sur trois de ces modules-là. Si on vous a présenté ces 3 modules-là, c'est que Jonathan et moi, on pense qu'ils sont intéressants et on pense qu'il y a un intérêt. Maintenant, sur la partie prix, on n'est pas les mieux placés pour vous dire prenez-le ou ne le prenez pas. Nous ne sommes pas des commerciaux Microsoft, donc on va simplement vous les présenter. Mais je vais être très clair là-dessus. Nous, on est sur la partie technique. La partie prix, c'est d'autres décisions qui doivent être prises pour lesquelles on n'est pas forcément les plus compétents pour pouvoir répondre efficacement. Toutefois, et hop, j'ai perdu. Non, c'est bon, j'ai récupéré mon clic. La partie prix. Si vous décidez de prendre l'Endpoint Privilege Management seul, il vous revient à 280, 280, là je vous aurais dit prenez les tout de suite. L'Enterprise Management vous revient à 1,87€, 4,70€, 3,30€, 1,87€, etc. L'Intune Plan 2 aujourd'hui vous revient à 3,70€ par mois. Et enfin, l'Intune Suite par utilisateur vous revient à 9,40€ par user par mois. Vous avez ici ce petit lien, vous aurez la présentation, vous pourrez y aller, vous pouvez y aller dès à présent, qui vous permet de calculer sur combien d'années vous pourriez avoir un retour sur investissement. Hier avec Jonathan, on a fait un petit point et on s'est amusé à faire un petit exercice sur Synapsys, si on prenait 100 Intune Suite. Dans combien de temps on serait rentable pour 100 Intune Suite
d'après cette calculette-là. D'après la calculette Microsoft, on mettrait 3 ans. Comment cette information est calculée? Je ne sais pas. On n'a pas l'information. On rentre les informations sur cette petite calculette et il nous sort un chiffre. J'imagine que si Microsoft communique ces prix-là et s'il communique que d'ici 3 ans, on est rentable, c'est que ça doit être vrai. J'imagine qu'ils ne se tromperaient pas là-dessus. Néanmoins, ni Jonathan ni moi, on sait ce qui se passe derrière cette calculette-là. On ne peut pas vous dire, oui, cette calculette-là vous donne une information valable et dans 3 ans, vous serez rentable. On peut pas vous l'affirmer. D'un point de vue technique, on a donné notre avis. Sur la partie licensing, vous avez les prix. Vous pouvez calculer après pour votre environnement et pour vos utilisateurs combien ça vous coûterait. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous utilisez qu'un seul de ces modules-là, vous voyez les prix, vous voyez le prix d'une suite. La décision est assez rapidement prise. Si vous en utilisez plusieurs, ça commence à se discuter. Si à l'avenir on a d'autres modules, ça porte aussi à réflexion. Vous n'êtes pas obligé de prendre une suite pour tous vos utilisateurs des 2 mois. Ça peut être pour la partie IT, ça peut être pour un petit groupe d'utilisateurs, par exemple pour de l'EPM, d'Advanced Analytics et du Cloud PKI. Vous dites bon, ok, maintenant le Cloud PKI, c'est vrai qu'on va peut-être le vouloir quand même à un plus gros niveau. Donc ça se décide. Il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'aujourd'hui, si on vous dit faut le prendre ou faut pas le prendre, ce serait pas la bonne réponse. Ce serait clairement un avis qui est complètement biaisé. Ça dépend de chaque environnement, du prix que vous voulez mettre dans les licences et des moyens que vous pouvez mettre dans les licences Microsoft aujourd'hui. Sachant que vous le voyez pas. Si vous le voyez pas ici, c'est qu'il y a une raison. Vous ne voyez pas, par exemple, E3 ou E5. Ça n'inclut pas votre 3 ou votre 5 Linux Suite. On l'a peut-être pas assez dit jusqu'à maintenant, mais Linux Suite, c'est un complément à ce que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous payez déjà votre 3E5, vous continuez à payer votre 3E5 et vous payez votre Linux Suite en plus. D'où la question du prix et de bien se poser et de pas se dire ça a l'air super, je vais utiliser tous les modules, je pars, j'en prends 100 000. Pourquoi pas? Mais ça va vous faire un certain tarif. Donc, prenez le temps de vous poser et de vous dire, ok, est-ce que vraiment j'en prends autant? Est-ce que j'en prends pas un petit peu pour voir comment je le mettrai en place? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Et voir un peu ce que ça donne pour votre contexte et pour votre environnement. Voilà pour la partie licensing. On n'a pas grand-chose de plus à vous raconter. Comme dit, nous ne sommes pas des commerciaux Microsoft, donc on n'a pas forcément plus d'informations à vous donner là-dessus dans l'immédiat. Après, comme je disais dans le chat, ça reste des prix publics. Après, il faut voir avec votre contrat Microsoft en cours et les quantités que vous commandez, ça peut aussi influer sur le coût. Hors taxe que vous avez vu à l'écran juste avant. Du coup, là, on vous a mis juste les prix publics pour information, mais ça peut légèrement diminuer selon les conditions de vos contrats Microsoft. Exactement. Mais ça, après, on vous laisse faire la partie négociation avec Microsoft. Mais c'est vrai que si vous arrivez chez Microsoft en leur disant on veut 100 000 Linux Suite, j'ose espérer que Microsoft sera clément et vous fera un prix plus intéressant que 9,90 par utilisateur et par licence. On arrive à la partie questions-réponses. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions qu'on a eues dans le chat. Néanmoins, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On y répondra du mieux possible dans la mesure où on a la réponse. Exactement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive à la fin de la session. Merci Jonathan, merci Laurent. Et puis, de toute façon, on vous contactera pour voir si vous souhaitez aller plus loin, prolonger l'échange. Pour mieux comprendre ce que fait Synapsys, quels sont un petit peu nos domaines d'intervention. Donc voilà, on vous contactera après la session. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre présence. Ouais. Merci Laurent, merci Jonathan, merci pour toutes les questions. Merci à toi Nathalie. Et puis bonne journée. Merci à tout le monde de votre présence et puis à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.